L'autre soir, je me pose devant la télé, je lance mon programme. Tout allait bien jusqu'à ce que j'entende cette musique. Rachel. She never left. J'ai déjà entendu cette musique. Beaucoup, je la connais, mais qu'est-ce que c'est? La flemme. Je verrai plus tard. Et évidemment, une fois ce plus tard venu, impossible de me souvenir d'où je l'ai entendu. Dans ma tête, la mélodie est assez vague. Et j'ai beau essayer de la retrouver. Désolé, je n'arrive pas à reconnaître ce morceau, et s'il vous plaît, cessez de me casser les oreilles. Jusqu'à ce qu'il y a quelques jours... Then love me the way I want you to. Mais c'est celle-là? C'est celle que j'entends partout. Il s'agit de On the Nature of Daylight par Max Richter. Bon, certains parmi vous connaissent sûrement très bien ce morceau, mais je fais partie de ceux qui ont loupé sa hype il y a longtemps et qui ne font que l'entendre de temps à autre. D'ailleurs, il y a fort à parier que cette mélodie vous rappelle une scène en particulier. Si c'est le cas, faites pause et dites-moi en commentaire quelle séquence vous revient en mémoire. C'est pas juste une façon de vous faire poster des commentaires sous la vidéo, hein. Je suis sérieux, cette mélodie peut rappeler beaucoup de scènes différentes. On the Nature of Daylight de Max Richter est présent dans au moins 27 films et séries. Pas étonnant qu'on ait l'impression de l'entendre partout. Surtout que je ne parle que de la version officielle. Mais alors, c'est quoi ce morceau au juste? We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. He's determined to make more. Nous sommes en 2003. Sous couvert de parer à une menace d'armes de destruction massive, l'Amérique envahit l'Irak. Le début d'une guerre qui ne fera clairement pas l'unanimité. Certains gouvernements, alliés des USA, sont contre cette guerre. La France regrette cette action engagée sans l'aval des Nations Unies. Et dans bien des pays, des manifestations massives se font entendre. Le président des États-Unis a été la vedette incontestée et brocardée de cette journée sans précédent de manifestations universelles. Une semaine après ces manifestations, Max Richter, un compositeur germano-britannique, retourne en studio. Il veut écrire un album protestataire contre la guerre en Irak et de manière plus générale, une méditation sur la violence. Je cite: « Que ce soit la violence que j'ai vécue personnellement autour de moi durant mon enfance ou la violence de la guerre et de la futilité absolue de tant de conflits armés. » It's an attempt for music to comment on society, and specifically it's a sort of anti-violence record. It's about political, social, personal brutality and kind of a protest against that. C'est dans cet esprit que Richter a accouché en 2004 de son second album, The Blue Notebooks. Et c'est dans celui-ci qu'en piste 2 apparaît pour la première fois On the Nature of Daylight. Ce morceau va connaître un succès monstrueux qui ira au-delà de l'artiste, au point d'être omniprésent sur les écrans depuis plus de 10 ans. Alors je ne vais pas citer les 27 occurrences que j'ai listées, mais on retrouve On the Nature of Daylight dans Shutter Island, au début et à la fin de Premier Contact, Are you the sheriff in this here town? These are my tickle guns and I'm gonna get you. dans un épisode de La Servante écarlate, Hey, Jim. Try and be happy. ou plus récemment dans un épisode crève-cœur de The Last of Us. Mais alors, pourquoi cette composition en particulier? Enfin, je veux dire, évidemment, c'est très beau, fort et prenant, mais comme ça, on peut se dire que des compositions très belles, fortes et prenantes, il y en a plein. Alors, pourquoi celle-ci en particulier, au point d'être utilisée même lorsqu'un grand compositeur s'occupe déjà de la BO d'un film? J'ai posé la question à Zoé Soames, une compositrice et journaliste musicale anglaise. Hi, my name is Zoe. I am a composer and freelance content writer based in the UK.
Like, good. Thank you. I was like, oh, I don't know what to say, so kept it simple. Pour comprendre pourquoi ce morceau fonctionne, il faut se plonger dans la façon dont il a été construit. In this piece, we have these 3 distinct melodies. One which is in the viola, which we hear like straight away when the piece opens. The second melody is that moving quaver violin melody. And then the third one is the very high-pitched, sustained melody. It's so simple. It's literally a stepwise melody. Then it goes to this alternating perfect fourth, perfect fifth idea. And it just repeats that all the way through. Combined with the high sustained violin, which just adds this sort of like glistening sound. What's actually notable about that final section is Richter breaks the cycle of this chord progression. Instead of going stepwise upwards, like the da 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 da, it goes downwards, and the viola also changes its melody ever so slightly. And this sort of break is like a release of tension that has been building up for the past, like, I'd say probably like 5 minutes of the piece. So yeah, that's sort of the structure. In music, there's a lot of different keys that you can get, lots of different scales. They're sort of like the language per se of the music. And it has certain sonorities. So a minor key tends to sound quite sad and down, whereas a major key, on the other hand, is very happy sounding and very hopeful. So in this case, we've got B flat minor. It has this certain colour to it that I think really resonates with the emotion of grief and losing someone. It's very sad sounding. And what's noticeable on the Nature of Daylight is it's entirely diatonic. And what that means is all of the notes heard in the entire piece are strictly in that key. I had this sort of classical background, if you like, university, conservatoire, all of that. At that time, complicated music was good music. And if simple music was just dumb or bad music, and you shouldn't write it, And so, like, my professors, used to just think, Philip Glass, Steve Reich and Ivo Peck were kind of a bad joke, That was the attitude. So, however, I felt that there's something deeper and more fundamentally human in this simpler language. So I decided that I was going to just take away all of this complication from my language and try and discover something very direct and personal and authentic. Et voilà peut-être la clé du succès de On the Nature of Daylight. Une composition d'une simplicité extrêmement compliquée à obtenir. The whole repeated chord progression, it really just allows the listener to delve into their own thoughts. It allows us to really engage with the music, but then also engage in ourselves, because the material is just so simple and so innovative. And I think that has a really big effect on the listener, because sometimes the listener doesn't want anything too complicated, because when it is too complicated, then it's too distracting. But this, I think, sits in the right place for the listener, and to really just feel the moment, and whatever they're seeing on screen, really engage with that moment. And this was the end.
La plupart des séquences où cette composition est utilisée sont bouleversantes. Il se passe des choses parfois terribles, spoiler alerte. Mais contrairement à une simple musique triste, On the Nature of Daylight provoque un sentiment plus rarement et difficilement provocable, l'espoir dans les phases les plus sombres. I feel like there's this sort of darkness into light effect, and Max Richter does that by starting very low in the instrumental or in the instrumentation, and then he gradually grows the texture where we then hear that high violin melody, which I think depicts this sort of hopefulness in that piece. In terms of the melancholy, well, that's very evident through the diatonic B flat minor tonality, but I think the hope really comes from his very subtle texture build-up, his dynamic build-up, that violin just soaring over the top. I really think it adds this hopefulness to it, and it's brilliant writing. Max Richter a réussi à composer une pièce d'une simplicité qu'elle la rend accessible à beaucoup de monde, avec un sentiment profondément humain qu'il est difficile à retranscrire au cinéma. L'espoir dans le néant, la promesse de lendemain ensoleillé, ce qui rend les drames à l'écran profondément poignants. Celles et ceux qui ont vu cette séquence savent de quoi je parle. Mais alors, pourquoi ce morceau se retrouve dans autant d'œuvres, même lorsqu'un compositeur est censé signer la BO, et parfois même sans même l'entendre réellement? Pour comprendre, il faut expliquer le principe de theme track, que l'on pourrait traduire par piste temporaire. En fait, lorsqu'un montage commence, la bande originale n'est généralement pas encore enregistrée, voire même pas composée. Mais pour se faire une idée de ce que chaque séquence donnera une fois finalisée, certains décident alors de mettre des musiques préexistantes. Parfois aussi avec pour objectif de donner une direction au compositeur. Alors on ne va pas se mentir, il y a des cas où c'est clairement abusé. La consigne donnée au compositeur ou à la compositrice se résume vraiment par « refais pareil, mais pas la même ». Ce qui fait que dans le cas de On the Nature of Daylight, on se retrouve, en plus des multiples utilisations de la version originale, avec d'innombrables copies presque identiques, à peine retravaillées. Et c'est assez perturbant parce que c'est tellement éparpillé qu'il est très difficile de les lister. Le dernier exemple en date que j'ai entendu, c'est dans un épisode de la série 5 Days at Memorial. Sérieux, c'est abusé là, zéro effort. Bon, mais il y a un autre phénomène que l'on retrouve avec les theme tracks, c'est le temp love. Il faut bien avoir en tête qu'un montage peut être très long. Et à force d'entendre en boucle certaines séquences montées d'une certaine façon, on finit par s'y attacher, et à la musique utilisée aussi. Au point que toute composition originale ne paraîtrait que plus fade, surtout quand la musique utilisée est celle de Max Richter. C'est ce qui s'est passé avec le film Premier Contact de Denis Villeneuve. La séquence d'introduction montre en quelques minutes à peine un terrible parcours de vie. Lors du montage de cette séquence, ils ont utilisé On the Nature of Daylight pour illustrer la bande-son. Sauf que pour Denis Villeneuve, cette composition était parfaite. Pourtant, la BO du film est signée par un compositeur très doué au demeurant, Johan Johansson. Mais pour Villeneuve, le film devait commencer par ce morceau. D'ailleurs, contacté pour avoir son autorisation, Richter n'était pas fan de l'idée au début. On the Nature of Daylight est un morceau protestataire. Quand ils m'ont contacté pour l'utiliser dans Premier Contact, j'ai été à la fois surpris et circonspect. Je ne voulais pas forcément que le titre soit dénaturé et qu'il change de sens. Je n'étais donc pas vraiment enthousiaste, surtout que je connais très bien le compositeur de la bande originale, Johan Johansson, et que ça voulait dire lui retirer l'ouverture et la clôture du film, soit les scènes les plus importantes. Le réalisateur, Denis Villeneuve, m'a appelé et expliqué pourquoi il l'avait utilisé comme theme track et pourquoi il voulait le garder. Le morceau avait la même structure palindromique que le film et ce dernier était anti-guerre à sa manière. Il m'a convaincu. Mais finalement, c'est bien cette musique qui ouvre et ferme Premier Contact, avec une scène bouleversante à souhait. H-A-N-N-A-H. Un choix qui n'est pas resté sans conséquence pour le compositeur du film, Johan Johansson, puisque l'Académie des Oscars a refusé que le film soit en lice pour l'Oscar de la meilleure bande originale, étant donné que la musique d'ouverture et de fermeture du film, qui marque énormément l'œuvre, n'était pas de lui. La tuile. Et c'est là où on arrive à une nouvelle question. Est-ce que c'est bien de l'utiliser autant ? Cette composition, on l'a vu, est très forte et très marquante.
J'ai peu de doute que pour certains et certaines d'entre vous, elle vous fasse penser à une scène en particulier, qu'elle soit dans votre mémoire intimement liée à un passage d'un film ou d'une série. Alors la question se pose. À force de l'utiliser et de l'ancrer dans la culture audiovisuelle, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle nous fasse sortir d'un film ? Je m'explique. Quand c'est un film à base de musique non originale, alors on est habitué dans le film à entendre des morceaux que l'on connaît. Let's go. Wait. I gotta start the song over. The fuck? Okay, go. Mais lorsqu'un film a littéralement une BO, une bande originale, ces compositions nous font plonger dans l'univers du film. Et souvent, la musique nous parle sans même que l'on ne l'entende. I'm not gonna leave. I love you so much. Mais alors, dans ce genre d'œuvre, l'apparition d'une composition que l'on a déjà entendue et que l'on a pu associer à un autre film ne risque-t-elle pas nous faire sortir de celui-ci ? No, I totally agree with that as well. Like, it does become an issue, well, it can become an issue of where you're watching this scene and then you hear Max Richter and it's like, oh, I know that piece, like, you know. I think there's definitely allowing yourself to sort of separate yourself from that experience. When I watched The Last of Us, the third episode, and I heard that piece, of course I initially thought, oh my gosh, it's Max Richter's On the Nature of Daylight. But when I was watching it, I was in tears. Like, it really does like impact you in such a way. You do have that thought process, especially, it just does take you out of the movie or the series. But I think when you give it some time, it really just, I think it still is really effective. Avec On the Nature of Daylight, Max Richter a accouché littéralement d'un banger. Un morceau capable de transmettre des émotions difficiles, ce qui en fait l'allié des cinéastes et autres troubadours de l'audiovisuel. His simplicity in writing is incredibly clever and powerful, and it's something that I really admire when we're in a sort of, in the composing world anyway, we're sort of in this world of where we need to break tradition and move away from Western traditions, but he is very like within that realm and it works really well. He's found his sound and it's brilliant. Merci beaucoup à Zoé d'avoir répondu à mes questions. Je mets les liens pour retrouver son travail dans la description. Si jamais les sujets musicaux vous intéressent, j'avais sorti 7 épisodes qui parlent d'un vinyle envoyé dans l'espace en posant la question: E.T. pourrait-il écouter et apprécier Bach? Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à participer au financement de la chaîne sur KissKissBankBank. On s'approche gentiment de l'objectif mensuel qui permettrait à cette chaîne de produire du contenu à plein temps. Alors merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.